Monsieur Daniel Allard devient le 5e supérieur du petit séminaire d'Hazebrouck à la rentrée des classes de 1932, 3 mois après le décès de Monsieur Gaston Gat. Monsieur Allard, lui, s'est amené de Lille, pourtant il était du pays, il était de Dunkerque, il avait vécu à la Montaubois, il connaissait le flamand, mais il avait été aussi aux facultés catholiques de Lille comme vice-recteur, et il s'amenait ici au séminaire avec véritablement toute une réputation d'ailleurs, et toute une influence qu'il a fait passer ici au séminaire. Le petit séminaire d'Hazebrouck, dans les années 30, c'est d'abord un bâtiment à la longue façade, au portail de chêne et aux fenêtres de verre brouillées, qui reçoit alors près de 300 élèves. Chaque jeune séminariste est accueilli à la rentrée du 1er octobre, avec sa malle contenant trousseau, bas noir et casquette à liseré argenté, décorée, à l'emblème de Saint François d'Assise. Un numéro d'ordre lui est attribué pour toute la durée de sa scolarité. Sa journée commence dès 5h30 par la cloche de la chapelle sonnant à toute volée. C'est au dortoir, en chemise de nuit, qu'il répond « Deo gratias » au vibrant « Benedicamus Domino » prononcé par le surveillant. De 6 à 7 heures, il est devant son bureau pour la prière du matin et l'étude, dirigée par le père Leblond dans la petite division ou le père Sénave dans la grande. C'est à 7 heures, et dans un silence absolu, que le jeune séminariste entre en rang dans la chapelle pour s'installer à la place qui lui a été impartie. C'est alors M. Allard, supérieur, qui officie. Son passage au réfectoire pour le petit déjeuner s'effectue à 7h30. Si le colloque est autorisé, une discussion bruyante se met en place. Si le silence est imposé, un élève monte dans la chaire et commence une lecture surveillée par le père Dupont. Il en est de même pour les repas de midi et du soir, où une bière légère accompagne le repas dont pain et soupe constituent l'essentiel. La récréation de l'après-midi est agrémentée d'un goûter arrosé d'une boisson au coco. C'est à ce moment-là que l'élève malade obtient la permission de se rendre à l'infirmerie. Il est accueilli par la mère supérieure, qui prodigue régulièrement gargarismes et autres soins nécessaires à son réconfort. Tous suivent les 4 heures de cours quotidiens consacrés au programme de la même section, français, latin et grec. Le reste de la journée se déroule essentiellement en études. Celle de 11 heures à midi se termine par l'Angélus en latin, alors que la longue étude du soir est consacrée aux devoirs plus conséquents, dissertation ou version latine. La montée au dortoir se fait à 20h30, après la prière du soir, et le nettoyage des chaussures sous les préaux, ouverts à tout vent. C'est la grande cloche qui sonne le couvre-feu peu avant 21h. Le mercredi matin se déroule l'épreuve redoutable des compositions, dont les places seront proclamées solennellement par M. Allard en personne le dimanche suivant, après la grand-messe de 10h. Les mercredis et dimanches après-midi, quel que soit le temps, les petits séminaristes portant casquettes et capuchons partent en promenade dans les environs ou s'amusent dans la pâture de la route d'Ondeghem. L'année scolaire est aussi ponctuée de fêtes. Le 11 décembre, c'est le saint patron du supérieur qui est fêté, et le collège Saint-Jacques prête régulièrement sa salle pour les représentations théâtrales au profit de la conférence Saint-Vincent de Paul, dirigée par le père Dupont. Mais c'est le 3e trimestre qui contraste le plus avec les précédents. Les rogations font l'objet de promenades matinales dans les jardins, au chant des litanies. Le mois de mai est voué à la Vierge, c'est ensuite la fête de Dieu, puis celle du Sacré-Cœur. La grande promenade couronne le cycle des fêtes à la fin du mois de juin. Vient ensuite la fête des maîtres, clôturant l'année, telle celle inoubliable qui vit l'inauguration du nouveau cloître en juillet 1929. C'est finalement la distribution des prix dans la salle des fêtes du collège Saint-Jacques, en présence de son éminence le cardinal Liénard et de monsieur le supérieur, dont monseigneur Dupont se souvient lors de la conférence du centenaire en 1966. J'aurais voulu vous présenter un portrait de M. Allard, qui fut un grand supérieur, véritablement, qui exerça une influence profonde, beaucoup plus d'ailleurs peut-être par ce qu'il était que par les méthodes qu'il a employées. Ces méthodes étaient simples, c'était un homme simple, direct, ouvert,
très digne, très grand, et donnant à sa maison, à ses professeurs comme à ses élèves, le goût du beau, le goût du grand, et le sens aussi de la grande dignité humaine. Pour lui, voyez-vous, un séminariste, c'était d'abord quelqu'un qui, pensant au sacerdoce, devait aussi penser à épanouir tout ce qu'il avait de qualité humaine en lui-même. Monsieur Allard, comme son prédécesseur Monseigneur Delannoy, voit sa mission interrompue par la guerre. La drôle de guerre tout d'abord, qui réduit considérablement le corps professoral, mais surtout la Pentecôte 1940, qui voit le départ anticipé des élèves en vacances, suivi de la prise d'Innsbruck par les Allemands. L'arrivée des nazis entraîne également la disparition de la colonie du petit séminaire qui se déroulait en Ambleteuse chaque mois d'août depuis plus de 15 ans. Le petit séminaire occupé réouvre en octobre 1940 et les jeunes séminaristes utilisent les locaux de Saint-Jacques jusqu'au bombardement anglais qui détruisent la petite ferme et une aile des bâtiments de Saint-Jacques. Alors que Terminal et Vocation tardive restent dans les locaux jusqu'en 1943, les autres élèves se replient au collège de Marc-en-Barœul. En 1943, c'est finalement la maison des Jésuites de Flers-le-Sart qui accueille les derniers élèves de Saint-François. Dès 1945, M. Allard reprend son rôle et la remise en état des locaux devient la priorité.